Punchline, c'est News Europe 1 avec toujours Jean-Sébastien Ferjou, Sabrina Medjeber, Éric Revel, Louis de Ragnel. Et on a le privilège de recevoir Michel Cotta. Bonsoir Michel Cotta, grande dame du journalisme, vraiment très heureuse de vous recevoir. Votre dernier livre, Les Derniers Grands, chez Plomb, est fourmi d'anecdotes, de secrets en fait de la Ve République. C'est un véritable bonheur à lire. Alors les derniers grands, qui sont-ils? Parce qu'on a des auditeurs qui ne voient pas la couverture de votre livre. Ce sont deux anciens présidents? C'était deux présidents qui ne sont pas du même côté, c'est-à-dire François Mitterrand et Jacques Chirac. Pour des raisons évidemment différentes. Très différentes. Mais c'est vrai qu'il reste dans l'esprit des gens. Il laisse une trace. Et je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est les derniers grands, j'espère que... Oui, c'est pas sympa pour ceux d'après. Mais en tout cas, il laisse une trace. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai été moi-même suffoqué par l'enterrement de Jacques Chirac, auquel on se disait, après tout, il y a 20% d'électeurs qui l'ont toujours élu. Eh bien, c'est quand même quelqu'un dans lequel les Français se retrouvaient. On se rappelle des longues files d'attente pour se recueillir devant la dépouille de Jacques Chirac. Et surtout, on n'imaginait pas qu'il était finalement aussi populaire, mais il y a un rapport qui était avec les deux. Il y a un rapport particulier avec les Français, je pense. Plus populaire peut-être pour Jacques Chirac, avec une fille plus populaire pour Jacques Chirac quand même. Presque plus populaire, vous avez raison. C'est ça le paradoxe un peu de Jacques Chirac. C'est que quand même, quelque part, son quinquennat représente un gaullisme plus social. D'ailleurs, quand je dis un gaullisme, je veux dire une droite plus sociale, oui. On va parler évidemment de ce livre. Je voudrais juste qu'on s'arrête au dernier président, celui qu'on a actuellement, Emmanuel Macron. Comment est-ce que... Je m'en doutais. Oui, oui, c'est l'actualité. On va juste écouter ce qu'en disait ce matin Marcel Gauchet, historien qui était chez Pascal Praud. Il a une analyse assez lucide qui dit qu'il souffre, notre président, du syndrome du bon élève qui pense tout savoir. Écoutez ce qu'il dit, vous allez réagir ensuite. Emmanuel Macron est typique. C'est un très bon élève. Le problème des très bons élèves, j'en ai beaucoup connu dans ma vie professionnelle, c'est qu'ils ont un problème dans la vie. C'est qu'ils ont beaucoup de mal à oublier ce qu'ils ont appris, qui était valable à un moment donné, pour ouvrir les yeux sur une situation nouvelle à laquelle ils ne comprennent rien, parce qu'ils ne cherchent même pas à la comprendre. Ils pensent qu'ils il est intelligent, il est intelligent, Emmanuel Macron. Il cherche à comprendre. Mais l'intelligence en politique, ça ne veut rien dire. Ce qui compte. Il cherche à comprendre. Non. J'en suis sûr que non. Il est sûr qu'il sait. Le problème du bon élève est terrible en politique. Le problème du bon élève est terrible en politique. Michel Cotta. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est vrai qu'un bon élève pense qu'il sait les choses avant, mais c'est un peu quand même la tentation de tous les présidents. Moi, combien de fois j'ai entendu ou Mitterrand ou Chirac dire, écoutez, laissez-moi faire, je sais mieux que vous. Mais c'est vrai aussi que il faut savoir écouter les gens. Et écouter les gens, c'est pas seulement leur parler, c'est les écouter. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça manque quand Chirac entamait un Tour de France ou quand François Mitterrand n'arrêtait jamais de parcourir la France. Jamais, pas une seconde. Pendant 20 ans avant d'être président. Ça leur donnait le contact avec... Et le pays, il sentait le pays. Que ce soit François Mitterrand. Il sentait les réticences des uns, les réticences des autres. Le pays est toujours facile à sentir, il est toujours mécontent. Alors, c'est ça. Louis de Ragnel. Michel Cotta, moi j'aime beaucoup le titre de votre livre. Il me fait penser à une question. Les derniers grands. Il y a une dizaine d'années, au concours de l'ENA, la question a été posée: reste-t-il encore des grands hommes? Et la question que je voulais vous poser, selon vous, est-ce que les grands hommes naissent parce qu'il y a un contexte historique et politique, et donc c'est l'histoire, le contexte qui fait surgir des personnalités, des caractères et des destins, ou est-ce que notre société n'est plus capable de produire des grands hommes parce que le relativisme, parce que le déclin de la société? Je dirais que c'est un peu les deux. Quand on voit le parcours du général de Gaulle, par exemple, on voit que c'est quelqu'un qui s'est sans arrêt préparé à il ne savait pas quoi. Mais il était préparé, il était Charles de Gaulle, il était préparé. Et puis est arrivée la guerre, et puis est arrivée la défaite, et c'est le premier à en avoir tiré la conclusion en partant pour Londres. C'est un peu comme ça, c'est une rencontre. Je crois que les grands hommes, c'est une rencontre entre un tempérament, d'abord, plus qu'une intelligence. Je trouve que Marcel Gauchet a raison. Plus un tempérament. Un tempérament, et de l'histoire. Et donc notre société est-elle capable aujourd'hui de produire des grands hommes et des grandes femmes? Au point de vue de l'histoire, déjà, au point de vue de l'histoire, on ne peut pas dire que l'histoire qu'on vit soit formidablement exaltante.
déjà... elle est passionnante, mais elle n'est pas exaltante. Elle n'est pas exaltante. Bon. Et oui, je pense que, sauf des aveux de l'ensemble de l'élite, ce qui menace évidemment, oui, on doit prouver des gens qui en ce moment se repéreraient avec des grands. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on regarde l'Assemblée nationale aujourd'hui, on ne retrouve pas les ténors de l'Assemblée nationale d'il y a seulement 20 ans ou 10 ans. On ne les retrouve pas. C'est des assistants parlementaires qui sont devenus députés ou des gens qui ont profité de l'occasion, mais pas cette espèce de talent oratoire qu'on entendait, y compris dans les débuts de la Ve République. Bien sûr, des grands débuts. Alors rapidement, Eric, et après on écoutera une archive. J'aime beaucoup le choix de Chirac et de... On va écouter une archive avec les deux. Tout le monde aime beaucoup Mitterrand et Chirac. Alors que c'était deux personnages totalement différents. Il y en a un qui s'est fait lire à gauche, mais qui avait plutôt toute sa tradition à droite, Mitterrand, jésuite, lycée Saint-Paul à Angoulême. Jacques Chirac, qui avait vendu l'humanité quand il était jeune, qui était un radical socialiste, et deux personnalités totalement différentes. Dans les voyages, vous en avez fait aussi sans doute beaucoup, Chirac, je me souviens, vous discutiez avec lui facilement, et il vous disait, maintenant je prends mes pilules pour dormir, parce qu'à l'arrivée de l'avion, je représente la France. Il y avait le sandwich avant. Voilà. Mais Mitterrand, vous lui adressiez pas la parole, enfin moi en tout cas, s'il ne vous adressait pas la parole. Ces deux personnalités complètement différentes, comment expliquez-vous justement, alors peut-être complémentaire, que finalement ces deux-là aient marqué autant le souvenir et Michel Cotta. Français. Vous avez raison de la comparaison. Par exemple, moi, quand Jacques Chirac a succédé à François Mitterrand, a été le Premier ministre de la cohabitation de Mitterrand, je me disais bêtement au début, ces deux-là, ils doivent s'entendre. C'est des combattants politiques. C'est des combattants farouches, ça fait... donc, il y a ça entre eux. Et en réalité, dans la première époque, ils ne sont pas du tout entendus. Ils ne sont pas du tout entendus pendant la cohabitation. Ce n'est qu'à la fin, presque avant la mort de François Mitterrand, que François Mitterrand a trouvé quelques relations avec Chirac. Mais c'est vrai que les parcours étaient croisés, si j'ose dire. Mais vous savez, le parcours de Pompidou, par exemple, était aussi croisé avec celui de François Mitterrand. Pompidou, il lisait Jaurès quand Mitterrand lisait Barrès. Et c'est ça qui est formidable quand même dans la politique. C'est que c'est pour ça que je parlais de tempérament. Les hommes, je ne veux pas dire qu'on peut être crétin pour faire de la politique. Je ne suis pas comme Marcel Gauchet, je ne pense pas que l'intelligence ne sert à rien. Mais c'est vrai qu'elle ne suffit pas. Que ça ne suffit pas. Une petite archive, alors évidemment, qui met face à face François Mitterrand et Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'échange, vous allez deviner la date. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Voilà, François Mitterrand qui répond, mais vous avez tout à fait raison, monsieur. 1988, c'est incroyable. Ça restera une phrase d'anthologie. Mais ça a de la tenue. C'est le premier débat. Ça a de la tenue. La vraie répartie. Michel Cotta. Oui, la tenue des deux côtés. Mais on voit Jacques Chirac étonnamment jeune, pourtant il était déjà dans la politique depuis longtemps, mais s'adresser à François Mitterrand en croyant que tout naturellement il va tomber dans le piège. Et on voit Mitterrand d'une sérénité absolue. Ça, c'est vrai que à la fin de son mandat, en tout cas, François Mitterrand, qui était par ailleurs malade, était beaucoup plus serein. À propos de ça, Michel Cotta, vous dites que dès 1980, dès son arrivée à l'Élysée, François Mitterrand vous confie qu'il est malade. Il vous dit quand je pense que pendant 65 ans, je n'ai jamais été malade, c'est malin. Comment vous avez réagi quand il vous a dit ça ? C'était une séance terrible parce qu'il a commencé par me dire, vous savez, le chancelier autrichien est malade. C'était Kreski est malade. Et puis il s'est arrêté, il m'a dit, moi aussi. Alors là, je me suis dit, il va me dire qu'il a la grippe. Et il m'a dit, j'ai très mal au dos, voilà, je suis très malade. J'en suis sorti. Et puis le c'est malin, je ne peux pas vous dire, j'ai trouvé ça, mais terrible. C'est vrai, il n'avait jamais été malade, sauf le jour où il est nommé à l'Élysée. Le c'est malin. Et puis brutalement, une semaine plus tard, au contraire, Pierre Desgroupes et moi, nous avons été convoqués à l'Élysée pour faire une interview du président qui nous a dit qu'il avait été malade un peu, mais que maintenant ça allait beaucoup mieux. Et ça a quand même tenu jusqu'en 92. Évidemment. Jean-Sébastien Ferjou. Ça s'appelle une rémission. Exactement.
Mais justement, malgré tout, est-ce que c'est pas la nostalgie qui fait son œuvre? Parce que je ne vais pas faire de commentaires sur les présidents récents, mais en termes de probité personnelle, en termes de rapport à la vérité, en termes, de stratégie politique des uns et des autres, ni Jacques Chirac ni François Mitterrand, je pense, aujourd'hui, ne seraient acceptés tout simplement, ni par la justice, ni vraisemblablement par les Français, pour des raisons morales, pour des raisons juridiques et même y compris Mitterrand, franchement, Michel Cotta. Je ne vois pas pourquoi. Je pense qu'un président qui aujourd'hui ferait financer sa deuxième vie, sa deuxième famille sur les fonds de la République, je ne suis pas certain que ça passe. Je suis même assez sûr d'ailleurs que ça ne passerait pas. Mais vous avez raison, de ce point de vue-là, c'était une époque tout à fait différente. Vous avez raison. Différente aussi pour les journalistes, parce que on les voyait directement, les hommes politiques, et on n'était pas avec ce mur des relations publiques qui fait que tout est préparé, les phrases sont dictées. Donc c'était de ce point de vue-là plus intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se sent maintenant plus loin de Macron. C'est vrai aussi. C'est vrai que c'est une autre époque. Ils n'étaient pas faits du même matériau, non ? C'est vrai que les lois sur le financement des partis n'étaient pas le même. C'est vrai que là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ? Enfin, je pense à Mitterrand, parce que souvent, j'ai pensé que la famille à côté, la Quai Branly, ça ne devait pas être marrant pour eux, pour elle non plus. Mais c'est vrai que la sécurité imposait qu'elle soit surveillée. Michel Cotta. Quant à Jacques Chirac, on sait bien, la mairie de Paris, Juppé a on sait. Mais Michel Cotta, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a encore de quoi faire fabriquer ces grands hommes? Est-ce qu'ils sont faits du même matériau que notre classe politique aujourd'hui? Ou est-ce que le moule est cassé, en fait? C'est ça la question. Vous avez raison, mais c'est une question qu'on se pose tous. Et en se projetant sur 2027, ça dépend du contexte. Est-ce que le moule de Michel Cotta est cassé? Il y en a pas. Moi, j'ai beaucoup de moules, alors je suis très adaptable. Mais vous savez, j'avais une réflexion de Claude Gubler. Vous vous souvenez de Claude Gubler, qui était le médecin de François Mitterrand, qui parlait de sa maladie. Et un jour, Gubler m'avait dit dans un voyage, il m'avait dit, en parlant du président de la République de l'époque, François Mitterrand, il m'avait dit, ces gens-là, ils ont... Alors lui, c'était un petit médecin, c'était pas un grand professeur, Claude Gubler. Il m'avait dit, ces gens-là, ils ont peut-être quelque chose en plus ou quelque chose en moins, Éric, mais ils sont pas faits comme nous. Oui, c'est ce qu'on disait sur Giscard aussi. Et ça m'avait beaucoup frappé. Je ne sais pas qui disait de Giscard, il a un chromosome en plus. Ça ne lui a pas servi beaucoup. Mais... Une intelligence incroyable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Michel Cotta, on ne trouve pas d'homme politique de cette dimension-là? Je n'en vois pas spontanément, quoi. J'en vois pas spontanément, mais parce que peut-être qu'ils ne veulent plus faire ce métier. Est-ce que c'est un métier ingrat où on prend beaucoup de coups? C'est vrai que c'est un métier de plus en plus difficile, quand même. La transparence, c'est la transparence, c'est vrai. Et c'est une vertu, sans doute. Non. Mais c'est aussi... pas dans tous les cas nécessaire, en tout cas. Et ça a bloqué surtout beaucoup de gens. Et puis, maintenant, l'argent n'est plus de ce côté, quoi. Clairement. Attendez, Sabrina veut poser une question. Oui, moi j'ai une question à vous poser, Mme Cotta. Le président de la République s'incarne comme étant le père de la nation. Il a une fonction anthropologique de pater familias. Et donc s'inscrit également dans un lien avec le peuple français. Est-ce que selon vous, la caractéristique la plus importante qui fait d'un président de la République un grand homme, est-ce que c'est son surmoi, c'est-à-dire l'intérêt général, l'intérêt qu'il porte aux Français, ou bien l'hypertrophie de son intelligence? Alors, votre réponse. Question la réponse ne manque pas. Non, c'est évidemment l'intérêt qu'il porte aux autres. Mais ça les deux sont plus compliqués. Si vous n'avez pas le sentiment que vous pouvez faire quelque chose pour les autres, vous ne les regardez pas de la même façon. Donc il y a quand même quelque part un moi qui existe et qui doit exister, parce que sinon on dit on fait autre chose. Bon. Et puis le surmoi qui est le plus important, je pense, pour un homme politique. Vous avez tout à fait raison. Michel Cotta, Les Derniers Grands aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment qu'on recommande à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être venu. Merci Louis, Jean-Sébastien, Sabrina, Éric. Merci à toute la bande de Punchline. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.